Yanis, sur ipsil.org, vous donnez donc la parole à des personnalités très diverses, avec des messages forts. Quid de la politique, des prises de décision des politiques et comment on peut influer sur elles? Alors, on a eu 3 entrées en matière ce matin parce qu'on pourrait nommer des personnalités politiques ou du moins des autorités. J'adore les discours et j'aime aussi les actes. Alors, moi, ce que je me demande, c'est quand est-ce qu'on ouvrira les portes de l'ARS ou du CRSA à les personnes concernées? Pas en voie consultative dans un coin, mais vraiment au cœur de ces dispositifs, voire à la tête. Je reviendrai là-dessus parce que, comme Emmanuel, vous aurez la grande joie de m'entendre 2 fois aujourd'hui. Mais on ne peut pas faire sans les personnes concernées, c'est absurde. Même les managers s'en rendent compte, les économistes s'en rendent compte. Emmanuel a dit que c'était prouvé aujourd'hui. Moi, j'ai une méta-analyse qui montre que pour chaque pound, chaque livre anglaise investit sur un père aidant, donc de l'entraide, donc du savoir expérientiel, l'institution récupère un bénéfice de 4,76 £, donc un bénéfice net de 3,76 £. Vous voulez gagner de l'argent, engagez des pères aidants. Je vous remercie de cette remarque à laquelle j'aurais simplement pas pensé, d'imaginer qu'au niveau de la décision, le destinataire soit acteur. Et c'est vrai que ça prouve quand même... Ça explique peut-être un peu pourquoi on est 66 millions et peut-être plus et qu'on est 400 ici. Oui, on a ici Monsieur Devis, il a peut-être des idées, lui, sur comment on peut faire pour passer de 400 à 66 millions. Alors moi, je voudrais quand même préciser que les choses avaient quand même beaucoup évolué depuis que j'ai été diplômée en éducation thérapeutique en juin 2015. Il y a de plus en plus de pères aidants, de médiateurs de santé pairs qui sont embauchés. Il y a la Haute Autorité de Santé qui recrute aussi des pères aidants. Donc voilà, il faut le savoir. Donc voilà, on commence à faire bouger les lignes, même si c'est pas encore idéal. Donc moi, je voudrais plutôt remercier tous ceux qui y contribuent. Patients, proches, et puis tous les institutionnels qui mettent une goutte d'eau dans l'océan. Juste peut-être déjà une remarque sur les chiffres. Effectivement, on évalue à peu près à 300 000 le nombre de personnes qui vivent en Île-de-France avec des troubles psychiques sévères. Et donc, on nous a annoncé, c'est une très très bonne nouvelle, la formation de 35 médiateurs pairs. Mais effectivement, ça paraît quand même, pour le moment, un peu insuffisant. Alors, ma question est la suivante. Je voulais savoir, peut-être, dans l'expérience de nos 2 dames sur le panel, mais peut-être aussi le jeune homme pourrait avoir un avis. Comment est-ce que vous voyez la façon dont se passent les relations entre les psychiatres et les familles? Est-ce que ça vous a semblé adapté dans le cursus qui a été le vôtre, ou est-ce que vous auriez des recommandations? Alors déjà, je dirais que tout dépend de l'établissement dans lequel on entre, dans lequel on frappe à la porte. Il y en a qui vont être très adaptés, d'autres, ils vont même faire des dégâts. Et une fois qu'on est dans un établissement adapté, en tout cas, nous, on a été très bien accueillis. Ma famille a même été reçue en entretien familial avec le psychiatre, et ils ont pu participer aussi à la psychoéducation. Mais voilà, après, toutes les autres hospitalisations que j'ai pu faire, malheureusement j'en ai fait plusieurs, et parfois ma famille s'est retrouvée derrière la porte et ils avaient pas le droit de venir me voir, et on leur disait pas dans quel état j'étais ou potentiellement ce que j'avais. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, alors c'est vrai qu'il y a aussi tout un travail à faire avec les familles, et on essaye aussi d'intégrer dans des programmes d'éducation thérapeutique des séances pour les familles.
elles sont en première ligne, elles sont très, très utiles, très soutenantes, souvent en début de maladie. Mais il faut savoir que les situations sont très différentes d'une personne à l'autre, d'une famille à l'autre. Certaines sont très soutenantes, certaines sont dans le déni. Certaines disent à la personne c'est ton problème, tu te débrouilles avec. Nous, ça ne nous regarde pas. Il y en a aussi qui se surinvestissent, à la fois à leur détriment propre, mais aussi au détriment du patient. Et il y en a qui ne sont pas soutenantes. Mais en revanche, on a vraiment intérêt à les informer, à leur expliquer comment accompagner au mieux la personne vers son rétablissement et à recréer du lien, du contact, de la communication entre chacun. J'ai compris qu'il fallait se former en plus de l'expérience. Dans ce que vous avez suivi ou voulez encore suivre comme formation? Oui, alors c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, pour être père aidant, c'est important de se former, d'acquérir des compétences, que ce soit en pédagogie, en animation de groupe, en entretien motivationnel, en toutes ces choses-là, en récit autobiographique par exemple. Et donc, c'était pas pensable pour moi d'accompagner les personnes sans avoir une formation. Ça peut être de la psychologie aussi. Enfin, il y a tout un tas de choses où on a besoin d'améliorer nos compétences et que le savoir expérientiel, bien sûr, on l'utilise. Bien sûr, c'est des compétences et elles sont très importantes. Mais voilà, je pense qu'il y a des petites choses en plus à apprendre. Et j'aime beaucoup apprendre. Donc, voilà. Il y a peu de formations longues, diplôme d'État. Vous êtes passé par Paris 6. Philippe Maugiron, qu'on accueillera cet après-midi, est coordonnateur et enseignant à Paris 13. Mais finalement, il y en a très très peu, des formations longues. Alors, il y en a assez peu, mais il faut savoir qu'à Paris 6, l'Université des patients a été créée dans les années 2000. Et aujourd'hui, on peut aller du DU jusqu'au doctorat en éducation thérapeutique du patient. Ils ont aussi ouvert une formation en démocratie en santé, pareil pour les patients auxquels ils peuvent participer. Et avec cette spécificité que moi j'ai trouvée très intéressante, c'est d'être mélangé dans la formation avec les soignants, les psychiatres, les kinés, etc. Et on était tous ensemble et ça nous apprend à travailler en équipe pluridisciplinaire de façon verticale où chacun apporte ses compétences, son expérience. Il faut savoir aussi, les soignants ont leur propre vécu et savoir expérientiel, personnel ou savoir expérientiel clinique. Voilà, le médiateur de santé père, là, je crois mais Philippe Maugiron en parlera mieux que moi. Ils ont développé d'un DU à la première expérimentation. Maintenant, c'est devenu une licence professionnelle. Voilà, et vous avez aussi des formations dans le sud de la France, je crois, du côté de Marseille. Voilà, je me présente. Je suis Doris Patou, membre d'un GEM, groupe d'entraide mutuelle de l'Éclaircie de Fontenay-aux-Roses. Alors, j'ai écrit un petit texte que je vais vous lire. Il y a assez longtemps, j'ai eu un passage psychologique un peu difficile à maîtriser. Puis la maladie s'est éloignée progressivement de moi grâce à la prise de conscience de mon état qui m'a donné l'envie de guérir et d'éloigner les angoisses et bien sûr avec l'aide aussi de quelques médicaments. Durant mon hospitalisation, j'ai rencontré des personnes avec des pathologies différentes qui m'ont permis d'acquérir quelques connaissances sur plusieurs de ces maladies psychiques perturbantes. Quand une personne au GEM ne se sent pas bien, j'essaie de discuter avec elle calmement et de la rassurer, même si parfois elle est un peu agressive. Je lui conseille de noter sur une feuille les choses néfastes qui trottent dans sa tête et sur une autre feuille les choses agréables. Cela peut dissiper le mal-être, libérer l'esprit et éloigner des troubles qui font souffrir la personne. Je l'ai testé sur moi et ça fonctionnait. Ça fonctionne. Et puis encore, pour certains, c'est le besoin de bouger tout le temps jusqu'à l'épuisement. Ils sont dans un état d'excitation avec l'envie de faire plein de choses. La souffrance peut se voir dans leurs yeux. Dans ce cas, on doit les entourer gentiment
et les orienter vers un psychiatre. Je pense que le déclencheur de rétablissement passe par la phase du sommeil qui est très importante et qu'il faut à tout prix réguler pour éviter que le moral soit perturbé. D'éprouver enfin l'envie de guérir, d'éloigner les idées noires en faisant des activités, de venir rencontrer des personnes au GEM pour participer à des ateliers, d'utiliser les plantes plutôt que les somnifères qui donnent des troubles de la mémoire, de prendre son traitement régulièrement, chose primordiale. Je constate que le mieux-être se manifeste lorsque la personne décide de ne plus considérer l'hôpital comme un refuge, de ne plus être repliée dans son lit. Sa façon d'être est redevenue normale. Son corps réclame l'envie du monde extérieur, de marcher et respirer calmement dans la nature. Il y a à ce moment-là une renaissance suivie d'un soulagement qui aide la personne à se reconstruire progressivement dans un monde parfois égoïste et éprouvant. Je voulais dire encore que il y a quelques années, avant que je connaisse le GEM, j'étais une personne repliée sur moi-même, avec très timide. Je ne faisais pas grand-chose tout au long de mes journées. Et à partir du moment où j'ai connu le GEM, je me suis réveillée. J'ai commencé par faire du dessin, de la peinture à huile, écrire des poèmes, du modelage, du théâtre, de la méditation de pleine conscience. Et là, maintenant, je me sens réveillée dans un état vraiment très bien. Et j'incite les personnes qui ont du mal à communiquer d'aller dans ce sens-là, d'aller dans l'artistique, ça détend beaucoup. Voilà. Donc je remercie beaucoup l'association Vive et toutes les personnes ici présentes et les personnes à la table ronde. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ce témoignage de construction et d'usage des savoirs expérientiels et notamment pour avoir insisté sur l'aspect artistique qui aide effectivement énormément. Oui, Pascal Cacot. Je voudrais revenir sur cette histoire de crayon. Qui tient le crayon? Le problème est qu'en médecine, on apprend les maladies, disease, et que quand on est malade, on a affaire à la maladie illness, et que ce n'est pas la même chose. Et on bute tous sur ce problème-là. C'est à partir de illness et grâce à un certain nombre de repères qu'offrent les diseases qu'on peut avancer. Mais encore faut-il que illness soit reconnu comme l'expérience de la personne et que elle puisse être dite avec ses mots à elle. Vous savez, en psychanalyse, on apprend ça. Il faut utiliser uniquement les mots de la personne. Si on rajoute les siens, on est à côté de la plaque. Donc, effectivement, c'est la personne qui doit tenir le crayon. On a ce problème-là avec le DMP. Je ne sais pas si vous connaissez le DMP. Ça veut dire dossier médical du patient. En fait, ça veut dire dossier mal parti. Ça fait très longtemps que ça dure, cette affaire-là. Au départ, c'était dossier médical partagé, c'est-à-dire partagé entre les professionnels de santé, puisque le problème, c'était de résoudre les problèmes de communication entre les professionnels de santé. Et puis, la loi de 2002 est arrivée. On a dit, ah non, c'est le dossier médical du patient. Et puis, après, on a dit, non, c'est dossier médical personnel. Alors, médical personnel. Disease, illness. Mais on n'a toujours pas dit qui écrivait dans le dossier. Et on dit que c'est le médecin, ce sont les médecins. Alors, comme c'est personnel, les personnes peuvent dire, ça, je veux que ce soit écrit ou pas écrit, puisque c'est mon affaire. Et les médecins ont dit, ah ben non, si vous supprimez des informations, là, on ne suit plus, nous. Et ça se bataille, et ça continue à se battre. Parce qu'on n'a toujours pas compris qu'il fallait que ce soit la personne qui tienne le stylo et qui raconte ce qu'elle a compris de ce qu'on lui avait dit, ce qu'elle vit, ce qui est important, pas important pour elle. Donc merci de nous l'avoir rappelé.
Je suis Christophe, médiateur de santé. J'ai subi la formation d'Aix-Marseille. Bon, à part ça, je pense qu'il est nécessaire pour les gens qui ont connu des troubles psychiques, ou des troubles psychiques, d'aller vers la cité, mais la cité au sens grec. Moi, par exemple, je suis élu à la MDPH Nanterre, je siège à CDA, à la commission attributive des prestations. Et je pense qu'il est nécessaire vraiment de s'investir dans le milieu associatif, de rentrer dans le système et de finir par en faire partie. Et deuxièmement, on parle d'inclusion, très fortement d'inclusion. Là, on a parlé de la clinique de Garches. La clinique de Garches, c'est l'expression d'une médecine à plusieurs vitesses. Parce qu'à la clinique de Garches, ce n'est pas donné. Alors, comme disait La Fontaine, sans vous serez puissant ou misérable, en médecine, c'est pareil. Moi aussi, juste avant d'entrer en clinique, j'ai pensé que c'était inaccessible. Heureusement, j'ai vu un médecin de la clinique en dehors de Garches et il m'a dit il y a des solutions, il faut juste avoir la bonne mutuelle. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas tout et quand on n'a pas les bonnes clés, on se refuse des choses qui peuvent nous aider. C'est pour rebondir sur la phrase de Yanis qui faisait une proposition à l'ARS pour gagner de l'argent. Je pense que l'ARS n'a pas besoin d'idées, ils sont assez créatifs. J'en veux pour preuve qu'à Paris, on va passer de 4 hôpitaux psy parisiens à un seul, qu'on va passer du secteur qui couvrait 70 000 habitants, des moyens pour 70 000 habitants, au territoire, donc les mêmes moyens pour 210 000 habitants, donc on divise par 3 les moyens. Qu'un changement de modèle en psy est nécessaire et possible, mais que ça ne veut pas dire gagner des sous, faire des économies. Il faut investir, voilà. Bonjour, Jean-Pierre Blin, je suis retraité depuis 6 ans et membre de 3 associations de proches de malades pour comprendre le monde de la psychiatrie. Parce que comme labyrinthe inextricable, on ne peut pas trouver beaucoup mieux. Alors j'ai signé 2 HDT par erreur, la personne est malade. Elle vient de téléphoner à l'instant, il faut répondre dans la seconde qui suit, c'est son comportement. Alors évidemment, personne n'écrit dans les livres, les revues, les articles, comment on fait soigner une personne qui a des troubles de la personnalité. Quand je travaillais, j'ai eu l'occasion de recevoir une collègue qui, pour son entretien semestriel, et en 7 mois de présence, il n'y avait qu'1 mois de travail. Donc, j'ai fait le rapport d'usage dans l'entreprise et je suis allé voir le médecin du travail pour dire bon, je ne comprends pas, cette personne a besoin de troubles psychiques puisque j'étais déjà membre à ce moment-là d'une association de proches de malades. Ah, on m'a répondu, monsieur, c'est secret médical. Ah, eh bien, ce que vous ne pouvez pas deviner, c'est que 3 ans après, elle s'est fâchée et elle s'est bagarrée avec ses collègues parce que c'est le comportement de certains malades. Et elle a été licenciée, bien sûr. Donc, ce qu'on oublie de dire ici, c'est qu'il y a plusieurs maladies, plusieurs catégories, et on parle toujours du DSM, des classifications. Ah non, la CIM-10, c'est beaucoup mieux. Alors ça, des querelles de chapelle, les psychiatres sont imbattables. Là, vraiment, vous ne pouvez pas faire mieux. Moi, j'ai travaillé à l'international pour mon métier. En général, les délégations des autres pays savaient préparer les dossiers. Mon chef m'avait prévenu, attention, tu auras probablement des difficultés avec la délégation française. Ah, ça n'a pas marqué, ça n'a pas raté. Hein. Je n'ai pas été déçu, ça a été rare, mais je n'ai pas été déçu. Donc, il y avait des délégués qui allaient en réunion internationale en France qui ne parlaient pas l'anglais. Donc, j'étais obligé de m'improviser interprète. Donc, ça, c'est pour montrer un peu la complexité de la situation. Et on ne trouve pas, quand on cherche, de guides. Il y a beaucoup de guides, c'est vrai, c'est des romans. Il y a les rapports de l'Académie française, de l'Assemblée nationale, j'en passe, c'est des meilleurs. Sur la psychiatrie, mais depuis 20 ans, ça progresse à un rythme de sénateur. Et ça, je voudrais quand même le faire savoir, que de temps en temps, il faut faire des enquêtes auprès des proches pour mieux comprendre quel est le vécu des malades, et des proches surtout. Ça, non. Pour les troubles de la personnalité, ça, ce n'est pas notre problème. C'est le problème de personne. Donc ça, je pense qu'il faut le faire remonter à l'ARS et à Madame la ministre de la Santé, pour que les textes de loi soient mieux préparés. Moi, vous avez tous entendu parler de la loi de la modernisation de santé. Alors, curieusement, j'étais à l'Assemblée nationale ce jour-là, et il y avait un membre d'une association qui l'a précisé, qu'il avait préparé le texte. Alors aujourd'hui, il y a 8000 mainlevés par an
sur ces textes de soins, sur ces propositions de soins sans consentement. Donc, ce que je veux souligner, c'est qu'il y a un oubli trop fréquent de la part de ces messieurs les psychiatres, messieurs les personnes qui travaillent dans les ministères et les ARS, des proches des malades, parce qu'eux ont malheureusement une expérience dont ils auraient bien voulu se dispenser. Merci de votre attention. Merci, monsieur. Moi, je voulais intervenir sur la stigmatisation. Je vois ma fille, elle a été traumatisée par sa maladie, elle reconnaît qu'elle est malade, mais elle ne veut pas qu'on en parle. De temps en temps, ça apparaît. Et elle ne veut pas la hache parce que c'est allocation handicapée. Elle ne veut pas être handicapée. Il suffirait de changer le nom, mais appeler ça, par exemple, une allocation sociétale, une allocation attribuée par la société au vu d'un dossier. On n'a pas besoin de dire ce que c'est. Et il me semble que ce serait peut-être plus facile pour les gens qui ont subi un traumatisme et qui ont besoin, je sens qu'elle a vraiment besoin d'aller vers la société, mais elle ne va même pas dans les GEM, parce que les GEM, ils sont malades. Elle veut fréquenter des gens normaux, et bon, elle est stabilisée, elle a des problèmes de voix un petit peu quand même, mais le fait donc elle ne peut pas bénéficier de tout ce que vous dites là, puisqu'elle n'a pas le statut d'handicapé. Attendez, vous allez probablement pouvoir répondre. Le premier élément, c'est que pour bénéficier de la psychoéducation, on n'a pas besoin du statut handicapé. Mais je vous laisse répondre. Je compléterai peut-être aussi. Oui, alors le statut de handicapé, vous avez raison, il porte peut-être mal son nom, surtout qu'on a une connotation très négative de ce terme-là, mais en fait, à l'origine, c'était le hand in cap, ça devait justement compenser un déséquilibre entre celui qui avait moins et celui qui avait le plus. Mais voilà, il est connoté très négativement. Après, d'ailleurs, si je peux ajouter une chose, il ne faut pas faire l'amalgame entre handicap et invalidité. Voilà, alors il y a différentes choses. L'allocation adulte handicapé, c'est un financement, c'est une subvention. Ce n'est pas ça qui vous empêche d'aller vous faire soigner, d'aller dans un parcours de soins, d'aller dans un GEM, etc. Vous avez la RQTH, la reconnaissance de travailleur handicapé. Ça aussi, c'est lourd à porter. Là encore, on peut l'avoir et ne pas la déclarer. Mais elle sert, elle protège. Hein, il faut voir ça comme une protection, pas comme une stigmatisation. Même si, voilà. Ensuite, le handicap, effectivement, y a-t-il un handicap avec une maladie psychique? Je trouve que, a priori, le handicap, il est là quand la maladie se révèle, mais en phase stable, quand on a tout récupéré, etc., il n'y a plus vraiment de handicap, si ce n'est tout de même de devoir gérer une pathologie pour aller bien, là où d'autres n'ont absolument pas besoin de gérer ça. Mais encore une fois, moi, toutes les personnes que je vois sont des personnes qui sont intelligentes. Hein, il n'y a aucune répercussion sur les fonctions intellectuelles. Ce sont des personnes qui ont plein de compétences, qui ont fait plein de parcours différents. Les personnes qui ont des troubles bipolaires, souvent, elles font 10 milliards de choses, des milliards de parcours, sans finir toujours, mais en tout cas, elles ont des multiples formations et de multiples expériences. Sont des personnes extrêmement riches. Et pareil pour les autres pathologies, hein, je cite celle-là parce que je la connais le mieux, mais voilà, donc il ne faut pas s'auto-stigmatiser. La stigmatisation, déjà, c'est difficile à vivre. Donc si en plus on s'auto-stigmatise en se disant je suis handicapé, je suis ceci, je suis cela, c'est aussi très négatif et ça ne nous fait pas du bien. Je dis, je suis d'accord. Moi, le mot handicapé, là, j'ai eu une fracture. J'arrête pas de dire à ma fille, je suis handicapée, je peux pas faire ça, je peux pas faire ci. Mais elle qui a eu ce traumatisme et qui essaye de faire tout pour être comme les autres, eh bien, elle veut pas qu'on lui colle une étiquette. Et alors est-ce qu'il faut qu'elle fasse une rechute pour qu'on redémarre à zéro et qu'on lui remette plus la forcer au début à aller dans les GEM, Alors c'est vrai qu'il y a une chose à laquelle il faut être vigilant, c'est que finalement souvent le handicap, c'est pas une incapacité à faire les choses, mais c'est un environnement qui ne s'adapte pas. Par exemple, une personne qui est incapable de marcher, si vous lui mettez un fauteuil roulant, elle sera toujours capable d'avancer. Hein, mais s'il n'y a pas d'ascenseur, s'il n'y a pas de rampe d'accès, elle sera limitée par l'environnement et elle ne pourra plus avancer. Voilà. Donc ça, c'est aussi, je pense, une image qui est importante à avoir en tête. Et du coup, dans le cas des troubles psychiques, le grand public et donc les entreprises comprennent moins bien comment doit être adapté, entre guillemets, l'environnement de travail. C'est-à-dire, donc là, il ne s'agit pas de mettre une rampe
pour une chaise roulante, par exemple. Il s'agit au contraire, par exemple, de prévoir une certaine fatigabilité de la personne qui peut être amenée à être absente quelques jours dans le mois, une semaine, etc. Parce qu'à un moment donné, elle va être en crise et elle va avoir besoin soit de se reposer, parce que éventuellement, voilà, elle est dans une phase dépressive ou une phase de montée maniaque, et que sais-je d'autre. Bon, et c'est un exemple parmi d'autres, donc qu'on peut résumer dans la temporalité, et tantôt des phases de grande productivité, d'autres beaucoup moindres. Et voilà, c'est l'exemple que je connais le mieux. Bon, mais encore une fois, c'est un exemple parmi d'autres. Et il faut bien se rappeler que nous ne sommes pas handicapés, nous avons un handicap. Nous ne sommes pas malades, nous avons une maladie chronique. Et ça, il faut bien que dans l'acceptation de la maladie, il faut bien se mettre ça dans la tête. Ça ne définit pas notre personnalité, c'est juste un attribut. Et il faut se rappeler donc à propos de la hache et de la RQTH, ce sont des atouts dans la manche. On les sort ou on les sort pas. Et personne, à part peut-être nos proches, n'a à savoir qu'on perçoit la hache. D'ailleurs, on ne l'aperçoit que si on n'a pas des revenus substantiels d'activité professionnelle. Donc c'est une garantie. Enfin, je veux dire, pardon. Voilà, c'est subsidiaire, c'est un filet de protection. Si on n'est pas en état de travailler, on a quand même plus que le RSA. C'est quand même, voilà. Tant qu'il y a encore la taxe foncière et la taxe d'habitation, on a une déduction fiscale. Voilà. Et enfin, la RQTH, c'est pareil, comme l'a dit Alice. On l'utilise ou on ne l'utilise pas. D'abord, généralement, on est orienté en milieu ordinaire, c'est-à-dire qu'on travaille donc dans n'importe quelle entreprise avec d'autres gens qui n'ont pas la reconnaissance de la qualité de travail en handicapé, et on la présente, on la présente à l'employeur ou pas. On est libre, donc on est libre de parler de la RQTH et de son AH à qui on veut, et si on veut en parler à personne, on en parle à personne. Ce que je voulais dire, c'était l'isolement. L'isolement qui fait que, vous aviez parlé l'année dernière du job coaching. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut pour ma fille, parce que c'est du sur-mesure. Mais sauf que pour le job coaching, il faut qu'elle, je veux dire, le travail, évidemment, c'est rompre l'isolement. C'est ça que je veux parler, c'est de l'isolement. Je peux vous dire que si elle bénéficiait d'un job coaching, et peut-être la condition dans ce cas-là en particulier, c'est d'avoir une RQTH, et notamment de bénéficier des services de Cap Emploi qui sont beaucoup plus personnalisés que Pôle Emploi. Ça donne aussi éventuellement des droits à la formation, parce qu'il y a des budgets largement supérieurs via Cap Emploi, via l'AGFIP. Ensuite, elle peut tout autant travailler en milieu ordinaire sans utiliser sa RQTH. Donc, encore une fois, sans avoir de stigmatisation à l'issue de tout ça, mais en revanche, en bénéficiant de toutes les aides liées à ce statut. Voilà. En fait, c'est une question qui se subdivise en deux parties. Première partie, combien coûte une bonne mutuelle? Bon. Deuxième partie, étant donné que la santé mentale est sectorisée, quelle gymnastique faites-vous pour atterrir à la clinique que vous voulez? Alors, pour la première partie, je vais citer la Société Générale, puisque c'est celle-là qu'on m'avait donnée. Il y a plusieurs formules et on peut a priori changer quand on sait qu'on va être hospitalisé. Voilà, j'ai pris pas la formule la plus chère, mais voilà, c'est à peu près une trentaine d'euros pour cette formule. Pour ceux qui n'ont pas de mutuelle, effectivement, c'est CMU et c'est en établissement public de santé. Mais c'est le problème de la majeure partie des hôpitaux. Bon. Dans mon cas, par exemple, je suis passé par là dans la plupart des cas. Bon, effectivement, c'est assez inégal. Hein. Voilà, et après pour accéder, moi je cite la clinique de Garches, mais voilà, je veux pas, il y en a d'autres. Hein.
Eh bien, je suis allée, comme tout le monde, maintenant je vous l'ai dit, donc vous aussi, vous pouvez également aller sur le site clinique du château de Garches. Et là, j'ai appelé le secrétariat, j'ai dit voilà, je ne sais pas qui je veux voir, mais il faut que je voie quelqu'un. La dame de l'accueil m'a dit allez sur le site, trouvez qui vous voulez voir. À ce moment-là, j'avais des problèmes du trouble du comportement alimentaire. Donc, je me suis orientée vers un médecin spécialisé pour ça. Je l'ai vu en dehors de la clinique. Il a jugé qu'il était bon de m'hospitaliser parce qu'il n'y avait certainement pas que le trouble du comportement alimentaire à soigner. Et voilà. Merci. Et je voulais ajouter aussi, tant que j'ai le micro, je voulais donner un message d'espoir et dire à tous ceux qui sont encore un peu dans l'impasse ou qui n'ont pas encore une vie bien équilibrée, je voulais leur dire que c'était possible et que voilà, je leur donne tout l'espoir. Et c'est vrai que j'aimerais, comme beaucoup d'autres, déstigmatiser les troubles psychiques, les troubles bipolaires et compagnie. Parce que voilà, on n'est pas contagieux, on n'a pas la peste et on est aimable comme tout le monde et on est des gens en or également. Voilà.